Thank you, Miss Anderson, for this wonderful Merci stories beaucoup, of Madame Anderson, human pour participation. cette formidable Excellence, histoire mesdames, de la messieurs. participation humaine. Après ces exposés très instructifs et émouvants de nos experts étrangers, le moment est venu d'inviter nos ministres de la Santé, que je remercie particulièrement, Madame la ministre Montréal, Messieurs les ministres Van den Broek, Antoniadis et Marron, de pouvoir prendre place sur la scène à cette table qui n'est pas ronde, mais à ces petites tables carrées qui vont nous permettre en fait de faire une table ronde avec les jeunes, de façon à échanger entre nos membres politiques de cette matinée et d'autre part les jeunes. Alors cela sera sous la houlette, je dirais, de la commission organisatrice du symposium, et c'est la professeure Véronique Delvens, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, et la professeure Jook Dennekens, membre ordinaire et ancienne administratrice de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, et professeure ordinaire émérite et ancienne vice-rectrice de l'université d'Anvers. Chers ministres, chers enfants, chers adolescents, je vous donne la parole. Welkom, Excellentie. Bienvenue, Excellence. Bienvenue, Excellence. Welkom aan de jongeren. Bienvenue aux Un jeunes. grand mot d'appréciation et de merci pour les jeunes, surtout qui ont travaillé pendant 2 années et, afin de réaliser ce symposium. On a fait un tout petit peu comme vous. C'est le symposium de la reine, of course, but it is also the symposium of our Mais c'est aussi le symposium de nos jeunes qui ont collaboré. Nous sommes très heureux de ce que vous soyez tous présents aujourd'hui et nous pensons que c'est un moment unique auquel l'offre et la demande dans les soins de santé sont à l'ordre du jour et où nous pouvons essayer de chercher des solutions pour mieux faire correspondre l'offre et la demande, car ça, c'est une de nos grandes questions. Je passe directement la parole à Xavier. Ah, Xavier n'est pas là. Misschien Chiara, Oui. Chiara peut-être. ou Laurence, peut-être. Parce que Xavier nous a quittés. Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, ok, parfait. Donc la première question concernait la prise en charge intégrée. Donc quand ma fille est née, elle hurlait beaucoup, mais les pédiatres disaient qu'elle allait très bien et donc il n'y avait pas de prise en charge à faire. Et moi, dans mon rôle de maman, du coup, je me suis sentie de moins en moins bien et ma dépression a commencé à partir de ce moment-là. Et c'est mon mari qui a toqué en fait à toutes les portes qu'il connaissait ou qu'il pensait connaître pour trouver une aide pour notre fille et pour moi. Il a téléphoné à l'ONE qui a dit que l'ONE ne s'occupait que des enfants et donc pas du mal-être des mamans. Il a téléphoné à la maternité a dit qu'elle ne s'occupait que des accouchements et pas du mal-être de l'enfant ou de la maman après. Et donc ma question pour vous, c'est comment faire pour qu'il y ait une prise en charge inclusive de parents et d'enfants ensemble. Donc, je ne sais pas si la question est spécifiquement pour moi, mais en tout cas, d'abord, un grand merci pour votre témoignage qui était assez émouvant, très authentique et instructif aussi. Moi, je suis donc responsable au niveau fédéral. On a l'INAMI, les soins de santé. Ce qu'on est en train de développer, c'est une trajectoire de soins intégrée périnatale, donc avant la naissance, après la naissance. Et là, je crois que le grand défi, c'est de faire coopérer tous ceux qui sont concernés. Donc, d'abord au niveau fédéral, il y a les médecins généralistes, il y a les sages-femmes, il y a les gynécologues, etc. Mais il faut aussi connecter avec des services comme l'ONE, comme Kind en Gezin en Flandre, pour vraiment développer un suivi et notamment pour pouvoir
intervenir de façon précoce dès le moment qu'on aperçoit qu'il y a un problème. Et donc, on va investir 10 millions d'euros dans cette trajectoire de soins intégrés à partir du niveau fédéral. Je crois que c'est une partie de la réponse. Peut-être ce n'est pas tout à fait la réponse. Je crois qu'il y a aussi d'autres approches qui sont intéressantes. Moi-même, j'ai visité, je crois que c'était à UDERF, une unité parents-bébés, très intéressant, pas seulement les mamans d'ailleurs, hein, il y avait aussi des papas, très intéressant comme, je dirais, laboratoire, comme approche. Mais donc, en ce qui me concerne, cette idée de développer des trajectoires de suivi périnatal, avant la naissance, après, c'est ultra important pour pouvoir agir de façon précoce, mais aussi pour pouvoir organiser la coopération avec tous les acteurs concernés. J'enchaîne alors. Mais moi aussi, je voudrais vous féliciter d'abord d'avoir osé libérer la parole, parce que je crois que c'est vraiment déterminant et qu'à travers votre témoignage, même si on ne peut pas encore le diffuser sur les réseaux sociaux, je pense que ça va aussi inspirer, déculpabiliser de nombreuses mères de la réalité à laquelle elles sont confrontées. Avoir un enfant, ça arrive à énormément de jeunes femmes, de femmes. Et donc, je crois que c'est important aussi de pouvoir poser des mots sur des situations qui sont encore très tabous. Et on a tendance souvent à enjoliver, en fait, la naissance d'un enfant. Mais il y a aussi des réalités biologiques, des réalités psychologiques qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors, je le dis souvent, vous voyez, on est quelques-uns autour de la table. On réussira ensemble ou on échouera ensemble. Et les défis sont majeurs, comme ça a été évoqué. Donc, on doit, nous, se parler beaucoup, et la crise nous a appris à travailler ensemble et à réussir à relever des défis pour prendre en compte la situation des personnes depuis le début des événements. Si je devais comparer votre situation quand on a une difficulté, que ce soit l'enfant ou la maman ou la personne qui vit dans le ménage et qui a aussi été la paternité ou la maternité, quand c'est facile, c'est comme un building où on peut monter dans un ascenseur et tout va bien. Mais quand on a une difficulté, et vous l'exprimez à travers les renvois auxquels vous avez été confronté ou votre époux, c'est comme si on était dans un escalier et qu'à chaque étage, il y a une porte coupe-feu et qu'il faut la pousser. Et donc, ce sont des obstacles qu'on doit pouvoir faire tomber. En travaillant avec les différents services, on a parlé de l'ONE tout à l'heure, mais aussi de la première ligne. On organise la réforme de la première ligne pour pouvoir la structurer davantage, pour que les psychologues, par exemple, soient impliqués, pour que les médecins généralistes se parlent entre les psychologues, les infirmiers. Il y a des infirmiers sociaux, par exemple, qui viennent généralement par l'ONE dans les maisons pendant les premiers jours après quand vous sortez de maternité. Je crois que c'est important que ces gens se parlent entre eux, que les aides familiales, que toute cette liaison qui existe puisse pouvoir mieux communiquer plutôt que de renvoyer la balle à votre mari ou à vous-même, qui est dans une situation de détresse, à travers votre situation, tous les autres puissent pouvoir s'organiser. C'est vraiment l'enjeu qu'on fait avec Proxy Santé et où la santé mentale est impliquée. Et je pense très sincèrement qu'à partir de septembre, on pourra aussi demander à toutes les organisations de santé mentale de s'impliquer dans ce processus participatif pour qu'on puisse avancer au plus juste. Monsieur Marron, vous vouliez intervenir ? Juste un mot pour compléter, moi il y a quelques semaines j'ai eu l'occasion de visiter une nouvelle maison de naissance, en l'occurrence à Forêt, à Bruxelles, un projet subventionné par la région, mais en fait on essaye de dépasser les obstacles institutionnels et de travailler ensemble. Effectivement c'est parfois un petit peu compliqué, mais donc dans ce type de lieu, non seulement les enfants peuvent naître, mais il y a évidemment un accompagnement avant, qui va de soi, mais aussi par la suite. Le tout en lien avec un hôpital. Parce que s'il y a un problème particulier, évidemment, il faut pouvoir référer à un hôpital. Et de toute façon, voilà. Et donc, cette manière intégrée et articulée, elle n'est pas généralisable tout de suite partout. Mais par contre, c'est-à-dire de naître dans des maisons de naissance plus qu'à l'hôpital. Par contre, la logique qui la sous-tend, elle, a tendance à se généraliser de plus en plus. Donc, je suis assez désolé pour votre histoire, que vous ayez été tellement démunis, que vous vous soyez retrouvés face à des murs. Il faut quand même dire que, heureusement, de plus en plus d'hôpitaux et de plus en plus de maternités développent des logiques de suivi post-accouchement. Parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose de particulier pour l'enfant,
mais aussi pour la maman et pour les parents en général. Et donc, ce que nous devons sans doute faire ensemble, c'est encourager ce type de pratique pour qu'on ait de moins en moins de parents, de femmes souvent, qui sentent véritablement abandonnés. Une fois que le bébé est là, on se retrouve à la maison. Il faut gérer tout ça, c'est compliqué, encore plus quand c'est un premier, encore plus quand il y a une pathologie particulière qui vient, qu'elle soit physique ou mentale, etc. etc. Et donc, c'est cet accompagnement-là, une fois qu'on rentre à la maison, qui doit aussi être de plus en plus qualitatif. Mais pour être un peu optimiste et positif, il y a quand même déjà de nombreux projets en ce sens. À nous de les encourager encore plus, à nous de les soutenir encore plus. Merci. Je crois que la continuité des soins est un problème très important. Alors, Anne-Laure et Chiara pour une question. Comment l'accès aux soins peut-il être accéléré? Et comment peut-on simplifier ce trajet de façon à avoir un accès plus aisé ou de façon à en être au courant pour éviter qu'on ne doive trop chercher? Ça aussi, c'est souvent un problème. Avant d'avoir trouvé quelque chose, alors il y a encore des listes d'attente. Et souvent, les problèmes s'aggravent à cause de cela. Ik zou om te beginnen willen zeggen dat jullie hebben verschillende... Je voudrais dire que vous avez évoqué des problèmes vraiment essentiels. Il faut être proactif, il faut être rapide. L'aide doit être accessible, l'aide doit venir vers vous. C'est ce que nous essayons de faire maintenant. Nous avons 150 millions d'euros, mais vous pouvez oublier ce chiffre, que nous investissons dans le roll-out d'aide psychologique de première ligne. Et il est essentiel que les enfants, adolescents et adultes aussi, puissent rapidement trouver quelqu'un, un premier contact, tout simplement pour voir quel est le problème, pour un peu explorer la situation. Nous offrons cela gratuitement depuis les réseaux de soins de santé mentale. Comme ça, vous savez rapidement quelle piste suivre. Vous faut-il un peu plus de résilience? Avez-vous un problème particulier pour lequel il faut quelques sessions chez un psychologue? Si vous avez un problème très grave, il faut rapidement passer à un traitement plus intensif. Donc voilà ce que nous essayons de faire. La question de savoir comment on trouve cette voie, eh bien, ça c'est sur la base des réseaux de soins de santé mentale. Ce sont des contextes de collaboration. Nous insistons fortement, on n'est pas encore sorti, mais nous insistons fortement pour qu'il y ait un accès simple, que ce soit facile à trouver. Vous trouvez dans une réseau donné, vous trouvez le réseau de votre région, vous trouvez un numéro de téléphone et vous pouvez appeler. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de développer maintenant. Mais je trouve que nous devons encore aller plus loin. En fait, ces psychologues, ces orthopédagogues, ces prestataires de soins doivent sortir de leur cabinet. Et nous essayons de leur dire, allez au centre de conseil pour les jeunes, allez aux pratiques des médecins généralistes, allez aux services sociaux, allez aux écoles, au centre d'accompagnement des élèves. Là, vous allez rencontrer des jeunes avec des problèmes et il faut donc trouver les lieux pour développer cela. Ce n'est pas encore si simple, nous sommes en train de développer cela, mais c'est absolument essentiel. Et j'espère que, disons, vers le mois d'octobre, le mois de novembre, j'espère que d'ici là, on aura développé ce processus, ce plan. Ce sera à vous de voir de manière critique si cela fonctionne, mais donc c'est vraiment ce que nous essayons de faire, ce que vous évoquez là. Oui, je vous en prie. On fait attention. Mais donc,
c'est important d'avoir effectivement, enfin, de la prévention, de pouvoir mieux détecter. Je voudrais souligner aussi l'initiative que Frank van den Broek a prise ou met sur la table en proposant par exemple que les médecins généralistes prennent en charge des plus jeunes jusque, je ne sais plus si c'est 25 ans, où tu proposes qu'on a besoin d'avoir des médecins généralistes qui prennent en charge des patients, et on voit bien que dans les pratiques groupées, dans les associations de soins intégrés, il y a plus de prévention, il y a plus de détection précoce. Donc on ne doit pas aller voir son médecin généraliste uniquement quand on est malade, mais le médecin généraliste a besoin de savoir comment vous allez, au-delà de comment vous allez physiquement. C'est aussi de l'intérieur. Et on voit que ça donne de meilleurs résultats, donc on doit toujours encourager et on développe davantage les ASI avec un dossier médical global, c'est majeur. Faire en sorte que tous les citoyens ont un dossier médical global pour que tous les professionnels de la santé puissent aussi en bénéficier et avoir l'information quand il y aura besoin de santé mentale ou d'autres dispositifs pour vous aider ou pour aider les citoyens en général. Donc, la crise du Covid a mis en exergue plus encore les problématiques de santé mentale des jeunes. Puisqu'en fait, quand on a eu les premiers feedbacks sur l'augmentation des problèmes de santé mentale qui découlaient du Covid, ils touchaient les professionnels du soin et du social, qui étaient évidemment en première ligne pour eux-mêmes, mais en première ligne aussi pour celles et ceux dont ils s'occupaient, et les jeunes. Ça a été illustré encore dans les exposés. Donc un certain nombre de démarches ont été entreprises pour renforcer les services de santé mentale par rapport à ces deux publics. Alors il y a eu heureusement le projet dont Franck vient de parler. Parallèlement à ce projet de psychologue de première ligne, nous avons renforcé au niveau régional aussi les services de santé mentale avec un focus sur les jeunes dans une logique, comme Franck l'a expliqué aussi, de outreaching. Sortir des murs, sortir du cabinet. C'est pas évident d'aller frapper à la porte d'un service de santé mentale. C'est pas nécessairement évident de connaître son propre problème, de l'admettre, de franchir le pas, de se dire j'ai besoin d'aide et je franchis la porte de quelqu'un qui pourrait m'aider. C'est difficile. Et donc les services de santé mentale ont déployé progressivement des actions pour aller vers les jeunes. Et c'est ce que nous leur avons demandé de faire. Et on les a financés pour ça, en complément des actions prises par le fédéral. C'est sans doute pas assez encore, mais c'est vraiment la logique dans laquelle on va de plus en plus. On m'a demandé de répondre en allemand, donc je fais ça en allemand pour les interlocuteurs germanophones. Concernant ce que le collègue M. Marron a dit, je pense que c'est très important. La crise du Covid nous a montré que les enfants et les jeunes ont besoin d'un plus grand soutien psychologique. Il y a eu plusieurs vagues de confinement et on peut parler d'une vague aussi concernant les soins psychologiques. Car face à cette vague, nous avons besoin de plus de psychologues et là, nous, le niveau fédéral et les régions doivent veiller à dégager plus de ressources pour qu'on puisse répondre à ce besoin accru. Et en communauté germanophone, nous avons un problème supplémentaire, à savoir notre langue. Donc, on a besoin d'une coopération transfrontalière pour qu'on puisse réussir en langue allemande d'atteindre les jeunes, les enfants et de les accompagner. On ne le réussit pas seul avec le personnel dont on dispose à l'heure actuelle en communauté germanophone. Je pense que Mika va poser la prochaine question. Volgende vraag. Zegt u? Ik zeg en de vertaling in het Nederlands. Van de antwoorden, we hebben een vertaling in het Duits. Maar u hebt toch... Nee, ik hoef dat niet, maar ik vind het gewoon erg leeftijd naar de jongen die vraag stellen. Oké. Ik zal het vertalen naar het Nederlands, dat ook in onze Duitsstalige gemeenschap. Moi, je vais traduire en néerlandais. Donc, dans notre communauté germanophone aussi,
l'on travaille à l'accès, surtout en période de Covid. C'était très difficile, mais aussi en raison du fait qu'il n'y a pas suffisamment de psychologues et qu'il faut œuvrer au renforcement, travailler au renforcement et à l'amélioration des réseaux. La psychiatrie même aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut un plus grand impact de la part des psychiatres, pédopsychiatres qui ne font pas que des consultations privées, mais également dans les hôpitaux et qui peuvent travailler dans des établissements où le seuil est réduit. Donc c'est la même situation, mais il y a bien sûr un problème de langue. C'est une communauté très réduite et beaucoup de psychologues travaillent en région francophone, mais pas beaucoup en région germanophone. Et ça, c'est donc un problème supplémentaire. OK. Mes excuses, mais je croyais qu'il y avait quand même la traduction simultanée que vous pouvez toujours suivre via les écouteurs. Une question de Mika. La prise en charge est souvent éparpillée et donc on ne donne pas toujours les bons soins. Et pour un certain âge, parfois les soins s'arrêtent. Et ma question est la suivante. Quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour assurer la continuité de la prise en charge? Ça, c'est une question très importante et c'est important d'attirer l'attention là-dessus. D'ailleurs, ça se retrouve dans les avis de l'Académie. Et vous venez de l'expliquer. Parfois, les jeunes, à partir de 16, 17, 18 ans, sont encore pris en charge, mais après, ils deviennent adultes et il n'y a plus vraiment d'accompagnement ciblé. Ils sont envoyés de gauche à droite et je vais essayer de donner une réponse brève et je vais à nouveau parler en budget. Nous avons lancé un appel pour introduire des projets dans la psychiatrie des jeunes et des enfants. Et presque la moitié du montant, c'est-à-dire 15 millions d'euros, doit être entièrement utilisé pour cela, à savoir pour le problème des transitions. Pas uniquement les transitions en âge pour que l'aide puisse suivre lorsque vous avez 16, 17, 18, 19, 20 ans, mais aussi d'autres transitions au niveau des problèmes mentaux, du psychiatrique vers le somatique, par exemple, important dans les cas d'anorexie. Aussi des transitions lorsque il s'agit de la collaboration entre les institutions mêmes. Et nous voulons vraiment miser sur la transition, surtout pour les âges. Et à côté de cela, nous allons offrir quelque chose à nos réseaux. Nous donnons un soutien pour cela. C'est un nom compliqué. On appelle cela un réflexe de continuité. Ça veut dire réfléchir et les réseaux vont recevoir un instrument qui va permettre de réfléchir pour savoir s'ils tiennent compte de la continuité. Continuité dans toutes les formes, dans les relations entre les personnes, la collaboration entre les institutions. Donc, on va dire au réseau, veillez à la continuité. Voici, ça c'est le miroir. Regardez dans votre miroir pour voir si vous travaillez bien. Ça, c'est très important. Ce qui concerne la participation et la société. Bonjour. Personnellement, je trouve que cette journée est une vraie opportunité pour nous, jeunes et jeunes parents, de soumettre nos idées et ainsi tenter d'améliorer le vécu d'autres enfants et jeunes souffrant de problèmes de santé mentale. Ainsi, envisagez-vous de considérer à l'avenir les jeunes comme partenaires actifs au renouvellement du système de soins? Et si oui, comment? Je vais être très bref parce qu'il prend trop de temps. On l'a lancé. Je crois que l'exposé qu'on a eu, il est absolument encourageant. Et donc, on a décidé d'organiser 11 coachs de participation
dans les 11 provinces qui vont être investis dans nos réseaux de soins de santé mentale. Et donc, ce sont des individus qui vont vraiment être responsables de l'organisation de la participation des jeunes. Donc, ce sont les réseaux jeunes et enfants. Et donc, chaque réseau de soins de santé mentale aura l'appui d'un coach de participation dont la seule mission, la mission unique, c'est d'organiser la participation des jeunes. Donc, on a lancé ça, ça commence maintenant. Il faut voir comment ça marche. Mais je crois aussi que c'est tout à fait important. Rapidement en complément, pour dire que, par exemple, dans l'organisation Proxy Santé, donc les assises de la première ligne, ce qui permettra de mieux structurer justement et coordonner tous les professionnels de la santé, on a lancé des débats participatifs où on a demandé notamment aux professionnels du soin et de la santé, mais aussi à tous les usagers de soins, donc tous les patients, à travers les organisations comme la LUS ou d'autres organismes, de pouvoir s'impliquer et donner leur avis. Au plus les citoyens répondront et on a essayé de diffuser le plus largement possible, au plus on pourra être au cœur de l'organisation pour avoir des réponses qui sont plus coordonnées, au-delà évidemment de l'initiative que je salue aujourd'hui vraiment de Sa Majesté et de l'Académie de médecine, parce que je crois que ça nous aide aussi très concrètement l'heure qu'on vient avoir avant les échanges aussi, de nous permettre de pouvoir y voir encore plus clair dans la manière dont on doit améliorer les dispositifs. Merci. La littérature internationale est assez claire et de plus en plus évidente. Et il vient encore d'y être fait référence sur le fait que les problématiques de santé mentale, a fortiori celles des jeunes, elles trouvent aussi des solutions en partant du public lui-même et des personnes elles-mêmes, des personnes en souffrance elles-mêmes ou qui sont passées par un parcours avec des problématiques de santé mentale. C'est de plus en plus intégré dans les pratiques dans le secteur de la santé mentale, même si parfois de manière encore insuffisante. En complément de ce qu'a dit Franck, on va aussi lancer à Bruxelles un processus participatif spécifique jeunesse et santé mentale à la rentrée, au mois de septembre-octobre, en essayant de mélanger dans ce processus des jeunes qui ont des problématiques de santé mentale ou qui ont un parcours de problématiques de santé mentale, des jeunes qui n'en ont pas particulièrement et des professionnels, pour essayer de voir comment, ensemble, on peut trouver de nouvelles solutions, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, etc., etc. Il est important de dire aussi que la participation de la personne elle-même à son parcours de soins l'aide dans son parcours de soins. Ça peut faire partie du process même, en fait. C'est-à-dire que ça ne fait sens, un soin particulier, même un soin en santé mentale, ça fait d'autant plus sens que vous-même en êtes partie prenante, que vous en êtes co-concepteur. Et donc, cette manière de travailler est de plus en plus intégrée, c'est-à-dire du bottom-up et pas juste du top-down. Voici votre pathologie et voici ce qu'il faut faire pour vous. Non, que vous soyez de plus en plus partie prenante de la solution. Et cette logique-là aussi, elle s'imprègne de plus en plus chez les professionnels de la santé mentale. Et nous, on va l'encourager sur un projet spécifique à la rentrée. Okay, merci. Monsieur Antonio. Aux communautés germanophones, on a un conseil de jeunesse germanophone, puis il organise beaucoup de campagnes de sensibilisation. Donc je crois qu'il serait mieux, ou il serait une solution d'organiser un dialogue entre le conseil de jeunesse et les différents acteurs de la santé mentale au sein de la communauté germanophone. Ça pourrait être une solution, peut-être aussi applicable au Région Wallonne ou au Flandre ou à Bruxelles. Oké, dank u wel. Zo komen we tot helaas een laatste thema dat de jongeren hebben gekozen. Un dernier thème choisi par les jeunes. Il s'agit de la responsabilité de la société. Et je donne la parole à Sana et Emma. Goedemorgen. Oui, bonjour. De vraag
Nous avons la question suivante. Comment peut-on créer une plateforme sociétale pour éviter ce tabou qui existe encore en ce qui concerne la santé mentale et pour en faire un sujet dont on peut discuter ouvertement? Oui. Et comment peut-on rompre avec ce modèle de tabou et aussi compte tenu de la diversité dans notre pays? Lorsqu'on est une personne avec une vulnérabilité mentale et pas d'origine belge, c'est encore d'autant plus difficile de trouver un accès facile aux soins de santé mentale. Comment peut-on impliquer encore plus ce groupe de personnes? Encore 2 points très importants. En effet, il y a ce stigma et je pense qu'on l'a très bien vu dans le film aussi. Ce que nous trouvons très important, c'est que ce soutien psychologique puisse se trouver vraiment à un seuil très bas et qu'on offre quelque chose aux jeunes, des jeunes qui disent « j'ai un problème, mais je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je voudrais en parler avec quelqu'un » et cela doit pouvoir se faire très très vite et ça doit être très évident qu'on le fasse. Mais et c'est aussi pour cette raison-là qu'on veut avoir cette offre en dehors des murs du cabinet du psychiatre, du psychologue. On veut vraiment aller vers les centres des jeunes, vers les écoles, là où les jeunes se trouvent. Et un deuxième point qui est important pour moi, mais on a encore beaucoup de travail à faire, donc je dois rester prudent, mais nous voulons absolument aussi miser sur le travail en groupe. Réunir les jeunes. Et ça, c'est important parce qu'on peut apprendre les uns des autres et on peut parler ouvertement de ces problèmes. Nous avons une très bonne expérience et on a fait cela pendant la pandémie à l'université avec des sessions en groupe, avec des psychologues aussi, un groupe d'étudiants. Et vraiment, ça a très, très bien fonctionné. Et on va se renforcer mutuellement. Je pense que c'est en partie, ce n'est qu'en partie, mais c'est quand même une réponse aussi à ta question en ce qui concerne l'origine parfois des gens, leur situation, qui ne va pas permettre de trouver facilement son chemin dans l'offre de soins de santé. Mais donc, lorsqu'on sort de l'hôpital, lorsqu'on sort du cabinet de médecin, lorsqu'on va chercher à rencontrer les gens et les jeunes, alors ça deviendra plus facile. En fait, c'est un peu le roll-out des soins à première ligne et on demande aux pédagogues, aux orthopédagogues, à tous les collaborateurs des soins de santé qui entrent dans ce système, on demande de participer à ces sessions en groupe et d'aller vers l'extérieur. C'est vraiment une condition essentielle pour nous. Je vais répondre en français, étant donné que nous avons l'interprétation et chacun sa langue. Je me sens plus confortable. On a aussi lancé du côté de la région Wallonne, en Wallonie, un dispositif, un site Internet qui s'appelle « Trouver du soutien ». Libérer la parole et où on essaye, avec aussi des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux, de pouvoir expliquer que ça arrive à tout le monde de ne pas être bien à un moment, d'avoir des pensées où on est triste, où on se sent vide, où on a l'impression qu'on perd un peu pied, où quelque chose ne se passe pas bien et que la première chose à faire, c'est d'en parler et que ce n'est pas anormal d'avoir ce type de pensée. Ce qui est important, c'est de l'exprimer assez tôt. Et donc, on a travaillé avec des jeunes, avec des adultes, et on donne des conseils en ligne en essayant d'utiliser ce type de dispositif-là. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'on a beaucoup de retours, comme on a aussi renforcé beaucoup les dispositifs, comme les centres de prévention du suicide, un passe dans l'impasse, avec un point d'attention aussi, plutôt pour les garçons et les jeunes. Les hommes, en général, qui osent moins s'exprimer, et les jeunes aussi, qui osent moins s'exprimer. Donc, on a vraiment mis un focus là-dessus. Et puis, le deuxième élément que vous évoquez, je crois qu'il est important de travailler sur la formation des professionnels de la santé contre les discriminations et l'intersectionnalité que vous signalez, c'est-à-dire que
à la fois, on a parfois du mal à aller chez un médecin, mais qu'en raison de sa situation, parce qu'on est en situation de handicap, parce qu'on parle une autre langue, parce qu'on est d'origine étrangère, ou pour des tas d'autres raisons, parce qu'on se sent différent, parce qu'on est LGBTQIA+, par exemple, eh bien, on a du mal à pouvoir aller trouver un professionnel. Et donc ça, c'est vraiment un des points d'attention. On finance d'ailleurs des dispositifs de formation des professionnels. Je crois que c'est un point d'attention majeur parce qu'on voit dans les statistiques que ces personnes-là ont moins accès aux soins de santé, donc on développe des actions de ce type. Bonjour, excusez-moi, je voudrais juste réagir. Je suis psychologue en psychiatrie et je travaille avec des jeunes, des adolescents. Je suis affligé parce que j'ai entendu ce matin. Voilà, c'est juste mon point. Je suis vraiment affligé. J'ai l'impression que vous n'entendez pas ce qu'on dit depuis des années. Les services santé mentaux ont plusieurs mois d'attente. Les urgences sont dépassées. Voilà. Nous aurons l'occasion cet après-midi d'échanger parce que les workshops... D'accord. Je vous remercie de votre intervention. Je voulais demander aux jeunes s'ils avaient encore une question. Je pense simplement que les réponses, oui, parce que je pense qu'il faut simplement réagir financièrement. Rien que la région Wallonne a investi. Attendez, vous avez posé une question, je réponds. Non, la seule réponse, c'est comment est-ce qu'on investit et qu'on change de paradigme. Comment est-ce qu'on engage des... c'est vrai que pour la région Wallonne, c'est plutôt en amont que la prévention des jeunes. Mais comment est-ce qu'on engage, par exemple, 180 psychologues? Comment est-ce qu'on investit malheureusement? Mais participez-y. Par exemple... C'est pour ça qu'on a renforcé de plus de centaines d'unités, à la fois avec des moyens fédéraux et régionaux, pour que vous puissiez aussi... Écoutez, monsieur, je partage votre... J'ai 10 ans de formation, d'accord? J'ai 6 ans de pratique en psychiatrie, en urgence et en hospitalisation et en psychiatrie. Je parle de moi, j'ai des centaines de thérapeutes derrière moi qui ne peuvent pas être là, qui ne sont pas entendus. Que ce soit les SSM, que ce soit les privés, que ce soit les hôpitaux. On vous dit la même chose depuis 3 ans. Monsieur... Je partage votre difficulté. Je suis aussi à l'hôpital, excusez-moi. J'ai aussi une urgence qui déborde. Et je pense que l'engagement que l'on peut avoir dans les dispositifs, dans les réseaux, entre nous, c'est important. Mais je crois qu'on en est tous conscients et que c'est aussi pour ça que Sa Majesté a souhaité aujourd'hui mettre cette journée à l'honneur des jeunes et de leurs paroles dans ce qu'ils peuvent transmettre aussi aux politiques. Je crois que c'est très important. Je vous remercie parce que la détresse est importante, mais je voudrais laisser la parole aux jeunes pour finaliser cette table ronde, si vous le voulez bien. Ma question, elle est dans ce sens-là aussi. Il m'a fallu 3 mois à partir du moment où j'ai cherché de l'aide pour avoir de l'aide. Et le problème avec la santé mentale, c'est que comme ça ne se voit pas, on ne voit pas que c'est une urgence. Sauf qu'en 3 mois, j'ai pensé des milliers de fois de me jeter par la fenêtre. J'avais pas 3 mois devant moi pour attendre qu'il y ait de la place. Et je comprends que c'est très très compliqué, mais il n'y a pas assez de psychologues, il n'y a pas assez de psychiatres pour prendre en charge les urgences. Et dès que c'est psychologique, c'est une urgence. Mais... Ok, je peux dire quelque chose aussi. Okay. Donc, évidemment, on a un retard historique en cette matière. Évidemment, il y a des lacunes très importantes et des listes d'attente. Mais on s'est réveillé. Je ne dis pas ça comme excuse ou formule de politesse, mais on est en train d'investir massivement. Je vais vous donner les chiffres. Le projet dont j'ai parlé en première ligne, seulement en première ligne, 152 millions d'euros. OK. J'ai lancé un appel au niveau fédéral. 35 millions, les projets doivent être là avant le 1er octobre. 35 millions en soins psychiatriques, jeunes et enfants. 15 millions en soins intensifs. Les high and intensive care, que vous connaissez sans doute, on va essayer d'avoir des high and intensive care partout. On a investi pendant la pandémie déjà dans des équipes de liaison entre services psychiatriques et autres services.
on a investi dans 15 millions d'euros, je crois, si je me trompe, enfin, je peux me tromper, on a investi beaucoup aussi dans la problématique de ceux qui sont en attente. On a renforcé les équipes mobiles, tant au niveau des équipes de crise que les équipes de soins curatifs. Je ne dis pas ça pour être applaudi, je ne veux pas être applaudi. Je dis ça simplement pour dire qu'on est en train d'investir. Et deuxièmement, ça j'espère que vous comprenez, nous travaillons tous les jours, du matin au soir, avec des experts, avec les organisations professionnelles. Ils sont inclus là-dedans. J'ai parlé de la participation des jeunes, on va organiser la participation des jeunes, mais nous travaillons aussi avec vos associations, vos représentants. Et évidemment, je comprends votre impatience, c'est bien. Mais il faut quand même aussi entrer dans un dialogue où l'on est en train de faire des choses. Hein. Je n'ai pas parlé d'une application. Non, mais il faut une batterie de solutions. Et je crois que ça, vous partagez, et ça explique aussi votre impatience. Il faut travailler dans toutes les lignes, partout, avec une batterie de solutions. C'est ça ce qu'il faut. Je pense que peut-être juste dire un mot sur la prise de conscience, donc sur là-dessus. Le fait qu'il y a un retard historique, qu'il y a un signal d'alarme par les professionnels du soin, et y compris de la santé mentale, je pense qu'on en a assez largement conscience. Par-dessus le marché, et je l'ai dit, il y a une conscience très rapide aussi que la crise Covid allait encore amplifier le problème, puisqu'on a une amplification des problématiques de santé mentale. Des efforts ont été faits à tous les niveaux de pouvoir. En région bruxelloise, il y a des moyens spécifiques Covid qui étaient des moyens normalement ponctuels qui ont été mis en place, notamment par exemple pour aider les personnes en grande pauvreté et les personnes sans abri, et pour la santé mentale. Et pour la santé mentale. Dans des moyens considérables, ponctuels, il y avait santé mentale. Il y a 2 axes sur lesquels les moyens ponctuels ont été pérennisés, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres en économie ou sur d'autres problèmes du soin, etc. C'est les personnes sans abri, et l'aide à ce qu'ils ne soient plus en rue ou moins en rue, et la santé mentale. Des millions d'euros de budget complémentaire arrivé Covid, qui devaient durer qu'1 an ou 2, ont été pérennisés. Et je ne vais pas parler à la place de Christy, mais en gros, la même politique a été mise en place en Wallonie et même en Flandre. Donc il y a des moyens complémentaires qui arrivent. Après, sur la manière dont ils sont utilisés, etc., je pense que c'est important de faire remonter du terrain s'il y a des problématiques. Nous, on est en contact tout le temps aussi, comme le cabinet de M. Van den Broek, avec les acteurs, les services de santé mentale, etc. S'il y a des problèmes spécifiques de mise en œuvre, s'il y a des choses qui sont mal calibrées, ça arrive. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. L'enjeu, c'est de les corriger et d'essayer de voir avec les professionnels comment on arrive à corriger les choses et faire mieux. Et franchement, pour être clair, c'est notre préoccupation. Hein. C'est notre préoccupation. Ok, merci beaucoup. Je croyais qu'il y avait encore quelqu'un qui voulait poser une question. Oui, j'ai encore une question. Brièvement. Ok, je serai bref. En fait, il y a encore un thème qui me tient à cœur, c'est le remboursement, qui actuellement n'est quand même pas très bon. Je sais qu'on est en train de voir pour régler ce remboursement, mais franchement, le remboursement est fort réduit et pour quelqu'un qui doit se rendre chez un psychologue chaque semaine et chaque semaine payer 60 €, c'est presque impossible. Et pour être honnête, la question pécuniaire a fait que je n'ai pratiquement pas osé chercher de l'aide. Si vous me permettez de réagir, je ne sais pas si je vais pouvoir vous convaincre. Hein. Il ne faut pas me convaincre, non. Mais donc, allez, je vais en revenir à ce que nous essayons de faire en première ligne. Notre idée n'est pas de rembourser tout ce qui se fait maintenant. Ce n'est pas notre idée. Mais pourquoi est-ce que c'est bien le cas pour les soins de santé physique?
ce n'est pas le cas non plus. Si vous allez chez le kiné, mais je ne parle pas d'un kiné, je parle du médecin généraliste. Oui, mais est-ce qu'on parle si on parle de santé physique, je pense à un kiné. Non, mais moi je parle d'un médecin généraliste. Ok, je vais en revenir aux soins de santé mentale. Ce que nous voulons, c'est organiser maintenant une offre qui fait surtout que l'on puisse très rapidement établir un contact et que l'on explore votre problème pour être rapidement sur la bonne piste. Nous investissons de l'argent là-dedans. Il faut un bon contact, pas un contact rapide. Oui, d'accord, mais attendez. Il faut tout d'abord savoir où il faut être. Donc, ce que nous offrons, c'est gratuit, 0 €, une consultation gratuite, purement pour savoir rapidement chez qui se rendre. Après cette consultation gratuite, suivent en première ligne, comme on va l'organiser maintenant, suivront éventuellement même jusqu'à 20 sessions pour 11 € ou 4 € quand on est plus démuni. Alors je vais me taire, vous aurez la dernière parole. Mais supposons, vous constatez, et c'est précisément pour cela cette constatation rapide est importante. Vous constatez rapidement qu'il s'agit de quelqu'un qui a un problème très grave et très complexe. Alors, il faut peut-être se rendre chez un psychiatre. Il faut peut-être être aidé dans un autre contexte. Donc, autrement dit, ce que nous voulons éviter, c'est que l'on ne continue à aller chez un psychologue sans être sur la bonne voie. Et ce que nous demandons à ces réseaux, c'est de veiller à ce que les jeunes soient rapidement sur la bonne voie. Quelqu'un qui a une dépression doit être traité par quelqu'un qui s'y connaît en dépression. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a un problème qui est aussi un problème physique, veillez à avoir une combinaison de soins. Si quelqu'un a un trouble d'angoisse, veillez à ce que cette personne se retrouve chez la bonne personne spécialisée en troubles d'angoisse. Si vous pensez que un jeune devrait parler en groupe avec d'autres jeunes pour réfléchir ensemble à la question, savoir comment retrouver de la résilience. Alors, aiguiller cette personne vers ce réseau-là. Donc, ce que nous voulons surtout faire maintenant, c'est rapidement mettre les jeunes sur la bonne voie. Nous misons de l'argent là-dessus. Et aussi pour le reste de la médecine. C'est pas qu'on puisse continuer à dire, oui, je vais quelque part et je dois être remboursé. Et ça, c'est pas le cas non plus. Merci, ministre Van den Broek. Je crois que nous devons petit à petit conclure. Alors, conclusion importante, je crois que cette interaction-ci était très particulière, qu'on peut même la qualifier d'historique, et que ce serait très beau si vous, en tant que ministre, si vous essayez d'organiser la participation. En conclusion générale, je crois que nous devons quand même oser dire qu'il faut encore plus de moyens financiers pour la prévention, mais je sais aussi que les ministres de la prévention ne sont pas vraiment présents ici. Je crois que c'est une conclusion très importante à tirer. Quand on a vu et entendu ce qu'ont apporté les experts de l'étranger, donc il faut intervenir rapidement et que l'organisation de nos soins de santé est vraiment nécessaire pour pouvoir le faire. D'autre part, je pense que nous devrons travailler davantage de manière intersectorielle, quelque chose de très important, parce que les problèmes, en effet, sont complexes, et si on reste tous dans notre silo, on n'y arrivera pas. Nous devons vraiment les hommes politiques du pays devront se retrouver davantage, établir ensemble des protocoles pour déterminer comment on peut détecter rapidement. Tout d'abord, comment on peut organiser de la prévention primaire sans que ce soit stigmatisant. Comment peut-on faire de la détection précoce. Comment on peut accompagner mieux. Et quelque chose d'important que vous avez dit, la evidence-based, pas seulement dans le diagnostic, mais également dans le traitement. Nous devons faire en sorte que la qualité du traitement soit garantie. Et ça n'est possible que si l'on applique des thérapies dites evidence-based et qu'il ne faut pas toujours répéter les traitements qui souvent n'ont aucun effet. Je crois que ce sont des aspects très importants. Les problèmes sont très complexes et nécessitent aussi des réponses complexes. Et en tant qu'académie, nous sommes disposés à y contribuer. Sa Majesté la Reine nous l'a d'ailleurs demandé, de façon à ce qu'on puisse être là dans 2 ans
pour dire voilà les résultats que nous avons enregistrés maintenant dans notre pays et que les performances soient un peu meilleures au niveau international lorsqu'il s'agit de la santé mentale des enfants et des adolescents. Je tiens à vous remercier tous, un tout grand merci aux jeunes. Nous avons pu passer des moments très agréables avec vous, nous avons appris beaucoup de vous et nous espérons pouvoir rester en contact avec vous. Merci. Majesteit, excellenties, Majesté, Excellence, Mesdames, Messieurs les ministres, chers invités, chers collègues, à la fin de cette session matinale intéressante, variée et animée, je tiens tout d'abord à vous remercier tous de tout cœur. Ensuite, quelques communications d'ordre pratique. Après les séances, un déjeuner vous sera offert dans la salle de marbre au premier étage. Vous pouvez y arriver via les sorties dans le fond de la salle et ensuite via l'escalier d'honneur ou l'ascenseur. Après la clôture de la session matinale, Sa Majesté la Reine et sa suite quitteront en premier lieu l'auditoire Albert II. Puis-je vous demander de rester encore en place jusqu'au moment qu'on vous fait signe pour quitter la salle. Je vous en remercie. Avec l'autorisation de Sa Majesté la Reine, je suspends la présente séance.